Chers amis, bonsoir. Nous sommes à la veille du second tour des élections municipales. Je m'exprime depuis la salle des mariages de la mairie de Lijourdain. J'aurais bien sûr souhaité vous voir et vous parler. J'aurais souhaité échanger avec vous dans une salle comble, mais les conditions sanitaires sont là qui l'interdisent. La préfecture ne nous autorise que 50 personnes dans la salle des mariages, ce qui ferait qu'une trentaine de Lillois, aux côtés de la présence de notre équipe Continuons ensemble. J'ai donc choisi ce mode vidéo pour m'exprimer à vous tous. Lors du premier tour des élections municipales, le dimanche 15 mars, vous m'avez placé en tête avec 47% de vos suffrages. Vous avez choisi la continuité. Je tiens ici à vous remercier chaleureusement pour ce message très fort, validant à la fois notre excellent bilan et le programme responsable et cohérent que nous vous proposons pour ce nouveau mandat. Nous avons vécu depuis une période inédite de confinement sanitaire. Dans cette période, j'ai mis tout mon temps et toute mon énergie à vous protéger, à vous aider, à vous soutenir et en particulier ceux d'entre vous parmi les plus vulnérables. J'ai assumé avec rigueur et responsabilité cette phase extrêmement difficile et je veux remercier aussi les efforts de tous ceux qui ont aidé notre territoire dans ce quotidien perturbé qui a été le nôtre. Tout d'abord, les soignants, mais aussi les nombreux bénévoles qui se sont proposés, les commerçants, les entreprises qui ont permis la continuité des services indispensables. Aujourd'hui, je l'affirme très fort, ma priorité absolue est d'accompagner la relance économique et de favoriser l'emploi. Nous sommes à la veille de ce second tour. Je vous propose une équipe de gestion et d'action, une équipe dont la compétence, le réalisme et l'expérience s'avèrent absolument indispensables. Ce soir, je vais vous présenter tout d'abord des éléments du bilan 2014-2020. Ensuite, un rapide bilan de la crise sanitaire à Lijourdain. Puis notre équipe Continuons ensemble, je vous le répète, une équipe expérimentée et renouvelée. Ensuite, le projet du mandat 2020-2026 en 10 engagements et un programme concret d'action. Le bilan. Nous avons mené une gestion sobre et rigoureuse. Nous n'avons pas augmenté les impôts durant ces 6 dernières années, et cela malgré un contexte de baisse des dotations de l'État. Les dotations de l'État, je vous le rappelle, 225 € par habitant en 2014, 203 € en 2016, 213 € en 2018. Vous le voyez, nous avons bien subi un contexte de baisse des dotations de l'État. Nous avons aussi, pendant ces 6 années, désendetté l'île Jourdain. Notre endettement a baissé. Il était de 17,5 millions d'euros en 2014. Il est de 15 millions d'euros en 2019, soit une baisse de 14%. La dette par habitant était en 2014 de 2 323 €. Elle est en 2019 de 1 672 €, soit une baisse de 28%. Du côté des finances de la Gascogne toulousaine, vous avez ces jours-ci pu lire et entendre un peu tout et n'importe quoi. Donc je voudrais vous parler des finances de la Gascogne toulousaine. La dette du budget principal a certes augmenté parce que la CGT a été plus active que les années précédentes. Elle a fait beaucoup plus de choses de 2014 à 2020 qu'elle en avait fait de 2008 à 2014. Donc en 2013, cette dette était de 2 213 €. En 2019, elle est de 3 447 €. Mais la dette cumulée en 2019 par habitant pour l'île Jourdain et la Gascogne toulousaine a baissé de 23%. Elle était en 2013 de 2 366 €. En 2019, elle est de 1 829 €, soit une baisse de 23%, comme je viens de vous le dire, mais une baisse de 537 €.
Soyons un peu sérieux. Ne colportons pas des chiffres inexacts, surtout quand on a travaillé dans les finances. Alors, au sujet de la communauté de communes, ce que je voudrais dire ce soir, c'est qu'il y a le budget principal et il y a aussi les budgets annexes. Chaque fois que l'on aménage une zone d'activité, ça a été le cas du roulage à Pujaudran, nous faisons un budget annexe où nous mettons et les dépenses et les recettes. Alors évidemment, si on additionne le budget principal de la CCGT et les budgets annexes, évidemment qu'on affiche des chiffres qui sont incompréhensibles et qui ne veulent absolument rien dire. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Les équilibres financiers se sont améliorés tout en réalisant des investissements importants et structurants pour le territoire. À l'île Jourdain, nous avons réalisé en 6 ans des investissements très importants. La route de Rosès, le parking multimodal de la gare, le plateau sportif du Courdet, le gymnase Gascosport, ce gymnase a été réalisé par la communauté de communes avec le département du Gers. C'est le premier exemple de mutualisation entre 2 collectivités territoriales. C'est un investissement qui a coûté 5,2 millions d'euros, pour lesquels nous sommes arrivés à 3,2 millions d'euros de subventions. Si j'additionne évidemment les subventions de l'État, du département et de la région. Donc, un coût résiduel pour la communauté de communes de la Gascogne toulousaine de 2 millions d'euros, compte tenu de l'équipement que nous avons aujourd'hui, je pense que ce financement est à mettre dans les annales. Ensuite, nous avons réalisé aussi le skatepark et puis d'autres investissements qui sont passés plus inaperçus parce qu'ils étaient moins importants. Je vais quand même vous donner quelques exemples. C'est l'extension de l'espace famille-jeunesse, l'aménagement de locaux pour la police municipale qui en avait grandement besoin. Et enfin, nous avons négocié en début de mandat l'installation d'un centre de dialyse en face de la gare avec un porteur de projet privé, un centre de dialyse qui évite à beaucoup de Lilloises et de Lillois de se rendre à Toulouse 2-3 fois par semaine ou de se rendre à la clinique des Serres. Tous ces investissements sont utiles. Ils sont uniquement animés par le service qu'ils rendent à la population. Je vous ai parlé tout à l'heure du désendettement de la commune, je vous ai parlé d'une gestion saine et rigoureuse. Je vais vous dire quelques mots sur les subventions que nous avons obtenues. J'ai sélectionné 3 gros projets qui sont la route de Rosès, un investissement de 2,2 millions d'euros, pour lequel nous avons eu 58% de subventions. Ensuite, le pôle d'échange multimodal de la gare, qui nous a coûté quand même 3 millions d'euros, et nous sommes arrivés à 70% de subventions. Nous avons été, sur ce dossier, beaucoup aidés par l'État, c'est-à-dire par les dotations de la préfecture. Ensuite, le plateau multisport, là aussi un financement record de l'État, de la région, de l'Europe, du département, un projet à 976 000 euros pour lequel nous avons eu 78% de subventions. Tous ces financements, toutes ces subventions, si nous arrivons à un certain niveau, c'est parce que nos partenaires institutionnels nous font confiance et ont compris que c'était des investissements structurants que nous réalisions pour notre territoire. Le deuxième point fort de notre bilan, nous avons protégé notre environnement. Pour la première fois, nous avons mené une vraie politique volontariste en faveur de l'environnement. En premier lieu, pour réduire nos consommations d'énergie, nous avons modernisé notre éclairage public et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place une extension de l'éclairage public la nuit, ce qui nous a permis de diminuer de façon très importante notre facture d'électricité. Ensuite, nous avons mis en place un programme pluriannuel de rénovation énergétique des écoles. Nous nous sommes aussi intéressés à préserver les ressources de la biodiversité
en particulier avec de nombreuses actions de sensibilisation du public, par exemple le printemps de l'environnement. Dans notre bilan, je vais souligner aussi que nous avons maîtrisé l'urbanisation. Quand je vois mes concurrents aujourd'hui qui parlent de maîtriser l'urbanisation, nous ne les avons pas attendus sur ce dossier, puisque vous le savez, nous sommes en pleine révision du PLU, qui deviendra un PLU intercommunal avec les 14 communes de la communauté de communes. Nous avons, nous, retiré 70 hectares de zones constructibles en habitat, dont 24 hectares sur le secteur des Martines. Évidemment, si nous avons retiré ces zones à l'habitat, cela a été en concertation avec les propriétaires fonciers. Vous le savez, aux Martines, il y avait un projet, je tiens à vous le rappeler, de 440 logements, ce qui équivaut à peu près à une population de 1300-1400 habitants sur l'île Jourdain. Donc je pense que nous avons transformé ce secteur pour le passer en zone d'activité tertiaire. Nous avons quand même permis à l'île Jourdain un ralentissement de la croissance démographique. Ensuite, notre bilan culture, nous avons dynamisé la culture et valorisé notre patrimoine. Comme le disaient certaines listes au premier tour, nous avons réveillé la Belle Endormie, puisqu'ils étaient partisans de réveiller l'espace Pierre-Lasserre au musée d'art campanaire. Là aussi, nous n'avons attendu personne, puisque pendant ces 6 dernières années, nous avons accueilli 130 manifestations à l'espace Pierre-Lasserre. Donc la Belle Endormie, ce n'est pas chez nous, il faut regarder si c'est dans d'autres communes similaires à la nôtre. Ensuite, un soutien constant à la culture occitane. Vous le savez, nous avons innové en 2014 en mettant une déléguée à la culture occitane qui a accompagné cette culture occitane pendant les 6 années. Alors, je vais juste vous donner un exemple. Chaque fois que aujourd'hui, nous procédons à la dénomination d'une rue, nous avons la plaque en français et la plaque en occitan pour montrer vraiment la présence de nos racines occitanes. Nous avons aussi soutenu la solidarité en continuant notre politique de logements sociaux. Vous savez que sur chaque programme immobilier, il y a systématiquement 20% de logements sociaux. Et nous avons aussi soutenu la réhabilitation de l'EHPAD, de notre maison de retraite qui débutera au 2e semestre 2021. Là aussi, permettez-moi de sourire quand je vois qu'il y en a qui osent proposer la construction d'un établissement neuf, une maison de retraite neuve, il faut compter 15 à 18 millions d'euros. Il faut savoir que ce n'est pas la mairie de l'île Jourdain qui décide de construire un EHPAD neuf, puisque c'est le département et l'agence régionale de santé, c'est-à-dire l'État, qui sont les décideurs dans ce domaine, même si le maire de l'île Jourdain est président du conseil d'administration, il peut soutenir les projets, mais il ne peut pas décider tout seul de dire « je construis un établissement neuf ». Là aussi, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Nous avons aussi modernisé nos écoles, rénové notre école Anne-Franck et René Cassin, créé 2 chaînes de self au groupe scolaire et une 3e chose qui, à mes yeux, est très importante, c'est la mise en place de l'école numérique. Nous avons aussi épaulé les associations sportives en réhabilitant de nombreuses installations. Nous avons travaillé sur les vestiaires du rugby, entre autres. Nous avons aussi réhabilité tous nos vestiaires et nos sanitaires à l'ancien gymnase. Du côté du commerce et de l'économie, nous avons pensé à la rénovation des façades pour le commerce du centre-ville et nous avons surtout viabilisé et commercialisé la zone du roulage à Pujoldran, cette zone qui devrait en 2021-2022 accueillir, quand toutes les entreprises se seront installées, 450 emplois sur notre territoire. Et nous avons aussi vendu tous les terrains. Nous avons eu même plus de demandes que d'offres sur ce secteur du roulage à Pujoldran. Et puis, nous avons lancé l'extension de Pompérin 3.
Pontpérin 3, vous le savez tous, la communauté de communes possédait une dizaine d'hectares, mais pour rejoindre le Pontpérin existant avec le Pontpérin 3, c'est-à-dire Pontpérin 2 et Pontpérin 3, il fallait procéder à l'acquisition de 4 hectares supplémentaires que nous avons acquis. Là aussi, je voudrais dire que de 2008 à 2014, personne dans le conseil communautaire de l'époque n'a bougé pour l'acquisition de ces 4 hectares. On s'est lancé dans des procédures administratives de tribunaux et autres, alors que quand j'ai été président de l'intercommunalité en 2014, en 2 réunions, j'ai pu acquérir ces 4 hectares à une famille de l'Isle-Jourdain que je remercie beaucoup de leur compréhension. Voilà, donc ce que je voudrais dire ce soir, c'est que nous n'avons pas à rougir du bilan des 6 années dans les divers domaines. Je pense que l'île Jourdain, je vais me répéter, mais je le dis, a eu une gestion saine et rigoureuse et a aujourd'hui un très bon bilan, de très bonnes réalisations qui étaient nécessaires pour notre vie. Je vais revenir maintenant quelques mots sur la crise. Depuis le 15 mars, la crise sanitaire du Covid-19 a bouleversé notre vie. L'équipe municipale s'est impliquée dans la continuité de son mandat. Nous nous sommes engagés tout particulièrement sur les points suivants que je vais vous énumérer rapidement. Nous avons veillé à ce que la continuité du service public soit assurée, et c'était quelque chose de très important. Ensuite, nous avons soutenu notre personnel soignant en faisant en sorte qu'ils aient des masques pour pouvoir continuer leur activité. Nous avons mis à disposition aussi pour eux des gîtes pour éviter qu'ils soient systématiquement obligés de rentrer chez eux et pour éviter la contamination de notre personnel de l'EHPAD. Ensuite, nous avons organisé des actions bénévoles. Nous avons accompagné les personnes vulnérables. Nous les avons recensées, contactées, aidées aux courses, en particulier aux courses concernant les médicaments. Nous avons structuré la distribution de l'aide alimentaire. Nous avons créé un relais de distribution en intégrant toutes les associations caritatives. Ensuite, nous avons mis en place une cellule d'aide psychologique qui a fonctionné avec uniquement des bénévoles. Nous avons distribué des masques de protection. 1200 masques ont été portés en boîte aux lettres aux personnes vulnérables. Dans l'aide au maintien de la vie économique, nous avons redéployé le marché après avoir organisé un fonctionnement sécurisé en drive pour nos producteurs locaux, afin qu'ils puissent écouler leur production, qui souvent est une production saisonnière et qui représente une grande partie de leurs recettes annuelles. Ensuite, pour nos commerçants, nous les avons exonérés de droits de place. Nous avons exonéré les terrasses et les droits de place pour le marché. Nous avons attribué une aide supplémentaire de 30 000 € à nos associations. Effectivement, nous aurions pu choisir d'augmenter systématiquement les subventions aux associations. Nous avons choisi, nous, une autre méthode, c'est de consacrer une enveloppe de 30 000 € pour aider ceux qui vraiment auraient connu des difficultés ou connaîtront d'ici la fin de l'année des difficultés. Enfin, nous assurons la réouverture des lieux publics selon les normes sanitaires. Et nous avons organisé une cellule d'information dans ce long confinement. C'est ainsi que je vous ai informé par une vidéo chaque semaine sur l'ensemble de nos actions. Là aussi, quand je vois certaines personnes qui disent « nous n'avons été au courant de rien », nos sites ont été renseignés quotidiennement. J'ai fait, je viens de vous le dire, une vidéo toutes les semaines où j'ai informé la population. Et quand je vois le nombre de personnes qui ont regardé cette vidéo, je me dis que les Lillois ont été informés de tout ce qui s'est fait pendant cette crise sanitaire. Alors je veux à nouveau remercier nos commerçants qui ont été ouverts pour les besoins essentiels, les entreprises et leurs salariés qui ont assuré la continuité dans cette période difficile pour tous. Aucun Lillois n'a été laissé de côté.
nous avons mobilisé de nouvelles solidarités, des associations, des élus et des citoyens se sont présentés spontanément et ont travaillé ensemble au service des Lillois. Notre équipe municipale s'est engagée tous les jours. Elle est sortie encore plus expérimentée de cette épreuve. Donc je vous ai parlé du bilan, je vous ai parlé de la crise sanitaire. Avant de vous parler de notre programme, je vais quand même vous parler de l'équipe qui m'accompagnera de 2020 à 2026. Je vous l'ai dit, une équipe basée sur l'expérience, mais vous allez le voir, une équipe aussi rajeunie, avec des jeunes qui ont intégré notre équipe. Donc la première adjointe sera Martine Rocchini et s'occupera de l'environnement. Ensuite, Jean-Luc Dupoux sera adjoint à l'urbanisme durable et au logement. Delphine Collin, qui est nouvelle dans l'équipe, sera adjointe à la cohésion sociale et à l'insertion. Yannick Ninard sera adjoint aux travaux et à la sécurité. Régine Sainte-Livrade sera adjointe à l'école et à la jeunesse et conservera ce qu'elle faisait déjà dans le mandat précédent, la culture occitane et le marché. Jean-Marc Verdier sera adjoint au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales. Marilyn Vidal, qui est nouvelle dans l'équipe, sera adjointe à la culture et à la communication. Bernard Tancogne sera adjoint au sport, au tourisme et aux loisirs. Claire Nicolas s'occupera des affaires juridiques, de la qualité des services et de ce que l'on appelle terre de vélo, quelque chose qui est très important sur le territoire de Lijournay. Jacques Bignebas, qui est nouveau dans l'équipe, sera délégué aux finances et au budget. Angèle Tulliès sera délégué au patrimoine culturel et aux cérémonies. Pierre Sabatier, qui est agriculteur de profession, sera délégué, lui, aux affaires agricoles. Thierry Zapliki sera délégué aux relations avec les usagers. Ensuite, Brigitte Ekman-Radegonde, qui est nouvelle, sera conseillère municipale. Fabien Vasquez sera conseiller municipal. Il était précédemment adjoint aux finances. Comme il a des projets professionnels sur plusieurs années, il a choisi de rester dans l'équipe, mais d'avoir un poste beaucoup plus léger. Frédéric Bolla, qui est nouveau, sera conseiller municipal. Marilène Landau sera conseillère municipale, mais continuera à s'occuper du comité des fêtes. Géraldine Larue-Boisio sera conseillère municipale. Denise Touzet sera aussi conseillère municipale. Patrick Dubosc, qui était adjoint aux travaux, a souhaité lui aussi lever un peu le pied, comme on dit concrètement, mais continuera à être conseiller municipal et s'occupera du cimetière et de la gestion de la maison funéraire. Blandine Otiput, qui est nouvelle dans l'équipe, sera conseillère municipale. Benoît Ducombe également. Brigitte Dira sera aussi conseillère municipale. Gérard Sester, Alana Butler, qui est la plus jeune de notre équipe, mais qui est quelqu'un, vous le verrez, de très dynamique. Ghislaine Burgan sera aussi conseiller municipal, Elisabeth Cornette, et le dernier de la liste sera Raphaël Dalby. Je vais maintenant, après vous avoir présenté notre équipe, vous avez pu le voir et le constater, une équipe dynamique, rajeunie, expérimentée, ou des anciens, même s'ils ont choisi d'avoir une activité un peu plus légère qu'auparavant, ont choisi quand même de rester avec nous pour nous accompagner, nous aider, nous conseiller sur certains dossiers. Donc je vais maintenant vous présenter le programme 2020-2026 articulé autour de 10 engagements. Le premier de ces engagements, réduire notre impact sur le climat. Le deuxième, maîtriser l'urbanisation. Le troisième, apaiser la circulation. Le quatrième, renforcer la démocratie participative. Le cinquième, préserver l'environnement. Le sixième, installer une maison France Service, une maison des associations et une salle de sport mutualisée. Le septième, moderniser les pas. Le huitième, restaurer la collégiale Saint-Martin.
Le 9e, offrir de l'emploi local en soutenant la dynamique économique en Gascogne toulousaine. Et le 10e, maîtriser la fiscalité. Vous le savez, vous y êtes certainement sensible comme moi, nous devons préserver l'environnement pour notre qualité de vie, pour nos enfants. Nous devons tout mettre en œuvre pour préserver la planète. Cela, évidemment, nous pouvons être des acteurs locaux, mais c'est vrai que c'est au niveau national que toutes ces choses-là devront se traiter et se réaliser. Mais vous le savez, nos ressources sont limitées en énergie, en eau, en espace cultivable. À notre échelle, ce que nous pouvons faire, nous vous proposons ce soir de produire de l'énergie renouvelable. Je vais vous donner un exemple. Si nous réalisons un parc photovoltaïque de 3 hectares au Rolle, le Rolle, c'est l'endroit où il y avait, il y a quelques années, la décharge. Ce parc photovoltaïque nous permettrait un équivalent de consommation électrique pour une population de 3000 habitants. Ensuite, nous avons aussi des projets d'ombrières sur des emplacements de parking. Ce que nous vous proposons aussi, c'est de consommer moins d'énergie. Nous avons déjà lancé le programme pluriannuel de rénovation thermique des bâtiments publics, en commençant bien sûr par les écoles. Nous avons déjà commencé dans la mandature précédente à réaliser des économies d'énergie, je vous en ai parlé avec l'extinction de l'éclairage public, mais là, nous allons continuer avec la rénovation thermique des bâtiments publics. Et puis, pour participer à réduire les aléas climatiques, c'est vrai qu'il faut arriver à créer des îlots de fraîcheur en ville et refaire, comme on le voit dans certaines villes quand on traverse un peu notre beau pays, créer des îlots de végétalisation. L'engagement 2, maîtriser l'urbanisation. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans le bilan, nous sommes en pleine révision du PLU et nous avons dans le nouveau PLU intercommunal limité la démographie annuelle à 1,8% par an. Sachez que le rythme actuel aujourd'hui est de 3%. À côté de cet engagement fort, voici quelques actions d'urbanisme que nous vous proposons. Pour notre cœur de ville, nous voulons embellir le cœur de ville et le remettre en valeur. Nous avons ce souci très présent de préserver l'équilibre entre le centre-ville et nos zones d'activité. Tout ce qui améliore le centre-ville participe à son attrait. Donc nous avons adhéré à l'opération Bourg-Centre. Nous avons candidaté, notre commune a été candidate et a été retenue. Dans ce programme que nous avons proposé et qui a été contractualisé avec la région en décembre 2019, nous proposons différentes actions, dont la rénovation des façades, par exemple, aidée par une PAH. Nous proposons aussi de passer de 20% à 25% de logements sociaux de qualité. Vous le savez, même si l'île Jourdain, depuis quelques années maintenant, réalise sur chaque programme 20% de logements sociaux, nous sommes partis de très très loin, il y a quelques années, et nous sommes aujourd'hui à peu près à 11 à 12% de logements sociaux, dont nous allons passer à 25% de logements sociaux pour essayer de rattraper définitivement ce retard. Nous allons inciter aussi à la rénovation des locaux et des logements vacants avec nos partenaires et aussi de créer un écoquartier intergénérationnel. L'urbanisme, c'est quoi? C'est aussi anticiper, créer des réserves foncières et les utiliser. Nous avons, de 2014 à 2020, créé des réserves foncières. Il y a bien longtemps qu'à l'île Jourdain, personne n'avait créé de réserve foncière. Aujourd'hui, nous avons des réserves foncières, par exemple, si nous devions agrandir une école primaire. Nous avons de quoi agrandir. Si demain, nous devons agrandir le parking de la gare, là aussi, nous avons une réserve foncière pour l'agrandir. Et enfin, en troisième lieu, ce que je voudrais dire, c'est que jusqu'en 2026, nous n'aurons pas de problème dans notre cimetière communal, mais à partir de 2026,
nous risquons d'être un peu tendus. Et bien pour cela, nous avons fait une réserve foncière. Nous allons, dans ce mandat-ci, procéder à cette extension du cimetière, puisque nous avons déjà acheté le terrain, nous avons fait les démarches qui convenaient avant de lancer l'agrandissement. Et puis la déchetterie. La déchetterie, il y a sur place encore une possibilité d'extension. Mais ce que nous allons faire de 2020 à 2026, c'est une gestion des déchets verts. Nous allons regarder comment traiter les déchets verts, parce que si aujourd'hui on a des périodes d'affluence à la déchetterie, c'est vraiment dû à des moments très précis dans l'année, des périodes très précises pour évacuer ces déchets verts. C'est les déchets verts qui proposent aujourd'hui l'encombrement à la déchetterie. Nous allons passer maintenant à l'engagement numéro 3, c'est-à-dire apaiser la circulation. 2 grandes actions doivent être réalisées pour apaiser la circulation en centre-ville. Tout d'abord, ouvrir un axe entre le groupe scolaire et la route de Toulouse. Là, il reste à peu près 500 mètres de voirie à faire pour désenclaver les 4 chemins. Ça, c'est à l'échéance 2022. Nous travaillons déjà sur ce dossier et nous allons y travailler dans les semaines qui arrivent. Ensuite, réduire le transit poids lourd à l'île Jourdain. Vous savez, tous les poids lourds qui arrivent de l'Espagne en destination de Montauban et au-delà traversent aujourd'hui l'île Jourdain, traversent Ségoufielle. Le but est de créer un itinéraire poids lourd pour éviter que ces poids lourds traversent la ville et en particulier l'avenue Charles-Baquet, la route de Lombès qui est déjà bien encombrée. Donc le but, il est de les dévier par le Choulon aujourd'hui, d'utiliser l'itinéraire grand gabarit qui est aujourd'hui, qui passe le long du Golfe et qui ensuite emprunte la voie qui permet de contourner Ségoufielle. Avec le maire de Ségoufielle, nous avons déjà à plusieurs reprises rencontré Madame la Préfète pour que cet itinéraire, cette déviation de Ségoufielle soit goudronnée et utilisée par les poids lourds. Ensuite, nous avons lancé un plan de mobilité. La population sera associée sur le choix des divers scénarios qui vous seront proposés. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra faire de façon imminente et mettre en œuvre très rapidement. Les objectifs, c'est apaiser le cœur de ville et fluidifier la circulation. Il faut changer les habitudes, à l'île Jourdain comme dans tout un tas de villes. Il faut changer les habitudes. Nous devons faciliter les piétons et les vélos. Nous avons identifié pour cela des axes pour des pistes cyclables. L'avenue Charles de Gaulle, le boulevard des Poumadaires, l'avenue Charles Baquet, que nous traiterons évidemment avec le département du Gers, puisqu'il s'agit d'une départementale, et ensuite la route de Ségoufielle. Et pour les cyclistes, nous veillerons aux continuités cyclables, en particulier entre les lieux d'habitation et les zones d'activité, et des parcs à vélo sécurisés. Si vous voulez qu'à l'île Jourdain, on roule en vélo, si vous voulez qu'on utilise le vélo électrique, qui est devenu quelque chose de révolutionnaire dans notre pays, il faut des parcs à vélo sécurisés. Ces parcs à vélo, il faut les mettre place Gambetta, place de l'Hôtel de Ville, et évidemment sur notre belle base de loisirs. Il faut aussi des transports en commun. Pour cela, il faut mettre en place des navettes et des transports à la demande. Une navette urbaine entre la gare, le centre-ville et nos zones d'activité. Une desserte vers le centre-ville aussi pour le marché du samedi. Et puis, pour faciliter les déplacements vers Toulouse, vous savez que la SNCF, dans les 5 années à venir, est en train d'étudier la possibilité d'une fréquence plus importante des trains entre l'île Jourdain et Colomiers. Pour cela, nous avons et nous sommes soutenus par nos communautés de communes voisines, le SAVES, la communauté de communes de Cologne. Nous sommes soutenus dans ce projet. Pourquoi ? Pour créer une deuxième halte ferroviaire au Choulon. Je n'ai pas dit une gare au Choulon, mais une halte ferroviaire. Pour éviter que
tous les utilisateurs de la SNCF qui viennent des communes voisines ne traversent pas l'île Jourdain pour se rendre à la gare. Et puis, il faut aussi améliorer le stationnement en voiture, puis à pied. Il faut renforcer la rotation en zone bleue, signaler efficacement les parkings. C'est vrai que notre signalétique a besoin, je vous l'accorde, d'être un peu revu à l'île Jourdain. Il faut aménager le cheminement entre les parkings et la ville. Exemple typique, la rue de Sable. Et puis aussi, ce qu'il faut faire, qui est une urgence quand on voit à quel point elles sont fréquentées, c'est aménager nos aires de covoiturage. Sans oublier, évidemment, je parle beaucoup du centre-ville, et un Lillois me disait l'autre jour, « Monsieur le maire, vous avez fait beaucoup pour le centre-ville en 6 ans, pensez maintenant à nos voiries rurales. » Il avait raison, ce monsieur. C'est vrai que nos voiries rurales, il faut qu'on s'y penche sérieusement dessus. Il faut que, c'est vrai, on rénove les chaussées de ces voiries rurales. Il faut que l'on fasse une programmation pluriannuelle qu'on a plus ou moins déjà anticipée. Mais il faut qu'on pense surtout, dans ces voiries, aux traversées de hameaux. Il faut revoir l'éclairage et aussi sécuriser la traversée de nos hameaux qui sont importants à l'île Jourdain. L'engagement 4, créer des conseils de quartier et une consultation systématique sur les aménagements. Alors là aussi, je n'ai pas de leçon à recevoir de mes concurrents. Quand je dis je, nous n'avons pas de raison, notre équipe municipale sortante, de recevoir des leçons. Parce que je vais vous donner 2 exemples. D'abord, la route de Rozès. Lorsque nous avons réalisé la route de Rozès, nous avons mis en place plusieurs réunions de concertation avec les riverains qui sont venus nombreux. Nous avons eu 3, 4, 5 réunions là-dessus. L'exemple est vraiment à montrer du doigt, puisque cette route de Rozès, il n'y a pas eu la moindre critique. Elle a répondu aux attentes de tous les usagers. Et comme dirait Madame la Préfète, Madame Seguin, c'est un bel exemple de réalisation à l'île Jourdain. Alors quand on me dit qu'il faut créer des conseils de quartier, je suis d'accord, nous le ferons, mais nous l'avons déjà fait. Je vais aussi prendre l'exemple du chemin des Ninets, où il y a quelques hectares qui ont été vendus récemment à un promoteur. Quand nous avons vu avec l'adjoint à l'urbanisme qu'elles étaient vendues et qu'elles étaient nettoyées et défrichées, nous avons de suite réuni les riverains pour leur dire voilà, il n'y a pas encore de projet sur ces terrains, mais ils ont été vendus et ils ont été nettoyés. Donc je pense que l'information, le contact avec la population, nous l'avons eu et nous l'aurons dans les 6 années qui arrivent. Nous n'aurons pas de mal à l'avoir parce que nous l'avons déjà mis en place dans le mandat précédent. L'engagement numéro 5, participer à préserver l'environnement. Dans nos marchés publics, nous allons intégrer des critères éco-responsables, peu de déchets, recyclabilité, etc. Nous allons aussi préserver la biodiversité, sensibiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux enjeux climatiques, comme nous l'avons déjà commencé. Ensuite, notre engagement numéro 6. Nous allons créer une maison France Service. Une maison France Service, pour beaucoup de Lillois, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire une maison France Service? Je vais être très clair et très bref dans mon explication. L'État, petit à petit, s'est désengagé sur les collectivités et s'est désengagé dans beaucoup de dossiers. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nos habitants sont confrontés, lorsqu'ils changent de véhicule, lorsqu'il faut faire une carte grise, on vient à la mairie, on va à la maison France Service dans les communes voisines. Pareil, lorsqu'il faut faire des déclarations aujourd'hui, que ce soit des déclarations d'impôts ou autres, petit à petit, il faut tout faire sur Internet et c'est compliqué. Donc la maison France Service, elle sera portée par le centre social. Son échéance, c'est le 1er janvier 2021. Et si vous voulez, vous aurez des interlocuteurs pour vous aider dans vos démarches administratives.
Vous le savez, au centre social, il y a des permanences aussi sociales, caisse de retraite, caisse de maladie, MSA, CAF, ainsi de suite. Donc, cette maison France Service sera là pour vous accompagner dans toutes les, je me répète, télédéclarations que vous avez à faire avec les administrations et vous serez accueillis par un personnel formé et habilité. Je vais vous présenter aussi quelques-unes de nos actions dans le domaine de la vie sociale. Nous allons créer une maison des associations en 2022 en co-construction avec les associations. Nous n'allons pas décider tout seuls de faire la maison des associations. Nous avons acheté un terrain qui se trouve sur les anciens locaux de Bricomarché, là où aujourd'hui se construit le bâtiment de Pôle emploi. Nous avons préhenté, négocié avec le propriétaire. Nous avons acheté ce terrain pour construire la maison des associations. Ensuite, nous voulons mettre en place un guichet des associations. Ce qui, à mon avis, serait une très bonne chose d'avoir un interlocuteur lorsque vous voulez parler au niveau du milieu associatif. Ensuite, maintenir les subventions et les aides indirectes aux associations. Faciliter les relations, avoir, comme je viens de vous le dire, un interlocuteur administratif et un livret pour toutes les demandes des associations et évidemment un site internet où vous pourrez retrouver toutes les informations dont vous aurez besoin. Et évidemment, nous serons toujours là pour soutenir le bénévolat parce que sans bénévolat, il n'y aurait pas d'association. Ensuite, pour ce qui est de la santé, nous allons mettre en place un plan local de santé qui engage l'ARS et qui définisse les besoins à satisfaire sur le territoire. Élaborer un contrat local de santé avec les professionnels de santé et les habitants pour expertiser les besoins, identifier des orientations innovantes répondant aux enjeux du territoire intercommunal et engageant bien sûr l'ARS. Accueillir un centre médical d'urgentiste sur l'extension de Pompérin. Ce dossier est à l'échéance 2022-2023. Vous savez, ce cabinet d'urgentiste au Pompérin, ça sera la première installation que vous verrez au Pompérin. Ensuite, pour la jeunesse et les écoles, nous serons très attentifs, si vous voulez, au point qui est la restauration scolaire. Vous le savez, la restauration scolaire, le cahier des charges est en cours aujourd'hui. Je vais vous donner quelques précisions sur cette restauration scolaire, parce que là aussi, j'entends tout et son contraire. Ce sont 140 000 repas qui sont servis chaque année dans nos cantines municipales, c'est-à-dire plus de 1000 repas par jour. Le marché actuel se termine au mois d'août et le nouveau cahier des charges a été rédigé en concertation, je le précise, avec les représentants des parents d'élèves. 3 éléments importants sont intégrés. En premier lieu, améliorer la qualité des ingrédients avec des aliments labellisés. Nous proposons que le coût des matières premières augmente de 35%. Ce n'est pas n'importe quoi, 35% de dépenses supplémentaires pour les cantines scolaires. Ensuite, en numéro 2, nous demandons des contenants réutilisables et l'interdiction des plats en plastique. En numéro 3, nous mettons une priorité aux circuits courts, aux produits locaux et de saison, et nous voulons réduire les distances de livraison. L'appel d'offres est lancé. Il a été étudié et de façon très rigoureuse. Bien sûr, c'est une première étape avant une cuisine centrale où nous serons maîtres de la qualité de nos repas. Mais une cuisine centrale, je vais vous dire, si nous décidons le lundi 29 juin de la création d'une cuisine centrale, elle sera opérationnelle dans 5 ans. Un dossier de cuisine centrale, bien sûr, il faut le faire sur les journées, mais ça demandera du temps. Mais pendant ce laps de temps, il faut quand même se préoccuper, et nous y avons longuement travaillé, à l'alimentation de nos enfants. Pour dire du mot du sport, on est un territoire
de sportifs à l'Île-Jourdain. Nous avons plus de 4000 licenciés en club. Nous poursuivrons, je l'ai déjà dit, le soutien aux clubs sportifs, à leurs écoles de sport, à l'entretien des installations mises à leur disposition. Nous l'avons fait, nous continuerons de le faire. La preuve en est que nous avons déjà enclenché des travaux de mise aux normes sur le stade de rugby pour l'année 2020. Nous favoriserons le sport pour tous, aussi bien pour les seniors que pour les jeunes. Tout le monde peut faire du sport à l'Île-Jourdain. Pour du sport hors club, nous proposerons des installations en accès libre, comme le skatepark ou le terrain du Courdet, comme la base de loisirs qui est un terrain de jeu exceptionnel pour tous. Et nous poursuivrons la construction d'équipements structurants. En culture, nous voulons offrir une culture attractive, accessible au plus grand nombre, une culture qui favorise le lien social et les rencontres. Nous proposons des partenariats avec les associations patrimoniales, culturelles et festives pour réaliser ensemble, réaliser quoi? Réaliser un agenda culturel participatif, réaliser des estivales à thème, c'est-à-dire des petits festivals, par exemple des chorales tout simplement, qui mettent en valeur les talents locaux. Nous poursuivrons aussi, évidemment, le soutien à la culture occitane. Nous voulons aussi retrouver un Placia festif et sportif en bâtissant ce projet avec la population. Mes collègues en face se posent la question du devenir du Placia. Et le Placia, nous avons un plan pour la rénovation de ce Placia. Les investissements structurants en conclusion de ce soutien au sport et à la culture. Nous vous proposions des actions concrètes. Nous avons le courage de proposer des équipements. Mais pour proposer ces équipements, nous avons avant évalué les coûts. Nous savons comment les financer et toujours sans augmenter l'endettement. Notre programme, il est réaliste et nous ne nous contentons pas seulement de paroles. Nous proposons des actes. Quand on vous dit une salle de sport mutualisée en 2021-2022, c'est une salle de sport qui servira à nos écoliers du groupe scolaire et évidemment aussi, par exemple, à de la gymnastique. Mais cette salle de sport, nous savons que nous pouvons la construire. Nous y avons déjà travaillé. Nous avons déjà esquissé des plans, étudié son financement. Ensuite, un terrain de grand jeu qui verra le jour un peu plus tard, 2023-2024, c'est un terrain extérieur en zone non inondable pour que nos sportifs puissent s'entraîner, même dans des conditions climatiques des fois difficiles. Ensuite, une salle de spectacle de bonne dimension pour notre territoire et intercommunal. Elle verra le jour un peu plus tard. Elle verra le jour en 2025. Mais là aussi, je ne vous raconte pas n'importe quoi. J'en ai déjà parlé avec mes collègues de la communauté de communes, avec les techniciens de la communauté de communes qui ont dans leur plan pluriannuel intégré un investissement de cette taille à partir de 2025. L'engagement 7, c'est la modernisation de l'EHPAD. Alors l'EHPAD, je vais en parler, je vais m'attarder, même si je me répète, même si je suis un peu long sur cet engagement. Ce que je voudrais vous dire une bonne fois partout pour toutes, c'est que l'EHPAD, il sera réhabilité. La réhabilitation commencera au deuxième trimestre 2021. Alors, si vous regardez un peu les publications, les interviews que j'ai pu faire ces 6 dernières années, c'est vrai que moi, j'avais proposé un EHPAD neuf sur un terrain qui jouxte le lotissement communal de la Gravette, où, si vous voulez, la maison de retraite possède des terres agricoles aujourd'hui. Sauf que lors du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, les responsables départementaux n'ont pas voulu classer des terres supplémentaires à construire. Et puis ensuite, l'ARS et le département ont pris en compte la volonté des agents
qui travaille sur, si vous voulez, sur l'EHPAD de nos salariés. Ils ont pris en compte aussi la volonté des familles et des résidents qui étaient de rester en centre-ville, ce que je peux comprendre. Nos résidents ont des visites quasi quotidiennes. C'est vrai que si on doit aller un peu à l'extérieur de la ville, c'est moins facile. Mais cet EHPAD, il sera réhabilité. Et je le répète, et je me répète, ce n'est pas le maire de l'île Jourdain qui peut dire « je construis une maison de retraite neuve, en périphérie, dès le 29 juin, je lance, comme j'ai pu entendre, lire et voir sur des vidéos ». Non, c'est l'ARS et le département du Gers qui vont lancer cette réhabilitation. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et la réhabilitation, j'oubliais de vous dire le coût, ça sera aux alentours de 10 millions d'euros. Et aujourd'hui, tout est prévu, lancé pour qu'elle débute entre avril et juin 2021. Elle aurait débuté en fin d'année si on n'avait pas eu l'épisode Covid où nous avons perdu quasiment 4 mois. Ensuite, l'engagement 8 concerne la rénovation de la collégiale Saint-Martin. Là, je vais faire un petit peu d'histoire. C'est un monument historique qui a été bâti en 1785, sauf la tour qui date d'un château plus ancien. Cette collégiale Saint-Martin, elle n'a pas vu de travaux importants à l'île Jourdain depuis 40 ans. Nous avons donc programmé des travaux échelonnés sur 5 ans et qui seront subventionnés par l'État à hauteur de 50%. J'ai une bonne nouvelle ce soir à vous annoncer, c'est que la région participera aussi. Nous serons certainement nettement au-dessus de 50%. Alors en quoi vont consister ces travaux? Tout d'abord, l'étanchéité des toitures et des façades, la sécurité des voûtes, et ensuite on terminera par des travaux intérieurs et bien sûr par la rénovation de l'ombre. Et puis, nous poursuivrons la rénovation de notre patrimoine historique et touristique. Notre programme d'investissement soutenu par les associations. La maison Claude Auger, elle date de 1903. Nous avons rénové, je l'ai déjà dit, le salon de musique et la toiture. Nous continuerons cette rénovation parce qu'il y a encore des travaux à faire sur cette maison. Ensuite, la chapelle Saint-Jacques, elle a été construite vers 1900. Et il y a la mise en sécurité à réaliser, là aussi une rénovation pour une ouverture au public. Et ensuite la halle au grain, la belle endormie, comme disaient certaines listes au premier tour. La belle endormie, elle a été construite en 1819. Et je pense que notre musée est un musée vivant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 130 manifestations en 6 ans. Et la preuve, c'est que nous recevons Guillaume Lopez en sortie de confinement entre le mois de mai et le mois de juin à 4 reprises et il est ravi de venir au musée campanaire à l'espace Pierre-Lasserre à l'île Jourdain. Notre engagement numéro 9 concerne la dynamique économique en Gascogne toulousaine pour offrir de l'emploi. Je vous ai parlé tout à l'heure dans le bilan que nous avions acheté 4 hectares de terre pour agrandir le pont Perrin. J'ai eu l'opportunité d'en acheter 4 supplémentaires il n'y a pas tellement longtemps, en début 2020. Tout cela pour arriver à une zone d'activité de 19 hectares. Alors je voudrais en parler de ce pont Perrin, parce que j'en entends parler depuis à peu près un mois de façon quotidienne du pont Perrin. Tout d'abord, j'ai entendu ces jours-ci qu'il y a une grande surface du centre-ville qui se délocalisait au pont Perrin. Non seulement elle ne se délocalise pas au pont Perrin, mais en plus elle a permis de construire pour s'étendre sur place. Alors je pense qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux Lilloises et aux Lillois. Parce que les Lilloises et les Lillois, ils font la part des choses, j'en suis persuadé. Mais à force de les abreuver de fausses informations, ils ne savent plus quoi penser. De même que quand on me dit que je vais vider le centre-ville, que je vais installer une grande surface au pont Perrin, j'ai dit non 3 fois à une grande enseigne, 2 fois à une autre enseigne encore plus importante. Je le dis et je le redis et je ne cesse de le dire, il n'y aura pas de grande surface au pont Perrin, il n'y aura pas non plus
de commerce alimentaire au Pont-Perrin. Il est hors de question de vider le centre-ville, comme le disent mes concurrents, pour faire des commerces au Pont-Perrin. Il en est nullement question. Par contre, ce que je peux vous donner comme information, lorsqu'on parle d'activité commerciale au Pont-Perrin, c'est quoi? Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. D'abord, un commerce d'électroménager qui est au centre-ville aujourd'hui, avec des difficultés de stationnement, qui veut, lui, se déplacer au Pont-Perrin pour agrandir sa zone d'activité. Ensuite, j'ai aussi un contrôle technique automobile qui veut s'agrandir et qui veut se mettre au Pont-Perrin pour des facilités de stationnement. Voilà ce que j'appelle l'activité commerciale. Et ensuite, au Pont-Perrin, c'est quoi? C'est un village des artisans, c'est une entreprise de production. Je viens de signer tout à l'heure la vente d'un des derniers terrains aux zones du roulage avec une entreprise de production qui déjà veut un hectare au Pont-Perrin pour s'agrandir. C'est ça, c'est cela. Alors quand j'entends qu'au Pont-Perrin, 19 hectares c'est trop, qu'il faut descendre à 9 hectares, mais si on veut que notre commerce du centre-ville y vive, si on veut que nos commerces, nos restaurants, nos bars du centre-ville fonctionnent, évidemment qu'il faut des zones d'activité dynamiques, il faut des zones qui emploient des salariés aujourd'hui. Je vous le signale, nous avons un emploi pour 3,3 habitants à l'Isle-Jourdain. Moi, le but, c'est que demain, on ait un emploi pour 2,5 habitants. Peut-être qu'après-demain, il faut avoir un emploi pour 2 habitants. Alors, arrêtons de raconter n'importe quoi sur nos zones d'activité. Elles sont dynamiques. Nos entrepreneurs qui arrivent aujourd'hui sur nos zones d'activité sont satisfaits de l'entretien de ces zones, de la vitalité de ces zones. Alors, continuons dans ce sens. Je voudrais dire un mot aussi sur les Martines, que l'on a transformé de secteur habitat en secteur d'activité. Vous savez que sur ce secteur des Martines, nous avons des touches aujourd'hui sur des activités médicales à haute valeur ajoutée. Alors, je voudrais en terminer sur cet engagement en vous parlant de l'EGT, c'est-à-dire les entreprises de la Gascogne toulousaine qui, aujourd'hui, participeront au pilotage des zones d'activité économique. Si vous voulez, lorsque nous avons le choix entre plusieurs entreprises pour nos zones d'activité, il est important d'associer les entreprises en place à travers l'EGT pour nous conseiller sur l'accueil des futures entreprises. Notre dernier engagement, c'est l'engagement 10, maîtriser la fiscalité. Alors là, je vais m'étendre sur ce point. Nous voulons continuer à préserver le pouvoir d'achat des Lillois, continuer une gestion saine et efficace, continuer de désendetter notre commune, continuer à avoir des taux aussi importants de financement dans nos projets. Nous avons d'excellentes relations avec l'État, le département, la région. Et je veux que ces excellentes relations continuent. Alors permettez-moi de rire ce soir. Quand je vois des gens qui me disent, des gens qui sont candidats sur la liste de mon concurrent, qui me disent qu'ils vont maîtriser les dépenses, chercher des pistes pour réduire nos dépenses, moi, tout cela me fait doucement rigoler. Excusez-moi de parler comme ça, mais quand je vois qu'on parle d'augmenter les effectifs à la bibliothèque municipale, au service de police municipale, et je ne sais dans quel service, quand on sait qu'un salarié aujourd'hui coûte entre 35 000 et 40 000 euros par an à la collectivité, si vous créez une dizaine, une quinzaine d'emplois, vous allez augmenter les impôts de combien pour les financer? Vous savez que nous, les postes budgétaires, je n'ai pas attendu certaines personnes qui étaient bien placées à l'époque 2008-2014 pour proposer au maire de l'époque de faire des économies, de faire des économies budgétaires. On ne les a pas attendus. Ils n'ont rien proposé pendant ces 6 années. Nous avons, nous, pendant 6 ans, étudié poste budgétaire par poste budgétaire. Nous avons fait des appels d'offres pratiquement dans tous les postes budgétaires des charges à caractère général.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réduit de façon importante la masse salariale. Chaque fois que quelqu'un est parti à la retraite ou que quelqu'un est parti en mutation, on s'est vraiment posé la question si on avait besoin de le remplacer. Nous avons réduit la masse salariale de façon importante. Nos salariés de la mairie de L'Isle-Jourdain ont accepté la polyvalence dans certains secteurs d'activité, nous ont accompagnés de façon très sérieuse. Tout cela nous a permis, avec moins de dotation de l'État, non seulement de ne pas toucher à la pression fiscale, mais en plus de pouvoir désendetter notre commune. Alors là, il y a un dossier duquel je voudrais parler ce soir. C'est la caserne des sapeurs-pompiers. Vous savez qu'à L'Isle-Jourdain, on en parle depuis 25 ans. Et je suis gentil, je devrais dire depuis 30 ans. Sauf que jusqu'en 2014, personne ne s'est trop préoccupé de construire une caserne des sapeurs-pompiers. Sauf que nos sapeurs-pompiers, ils interviennent en moyenne 4 fois par jour sur L'Isle-Jourdain. Et en plus, ils interviennent en renfort sur tout un tas de communes périphériques, Lombès, Samatan, Lévignac, Cologne, Léguevin, ainsi de suite. Ils travaillent dans des conditions qui ne sont plus dignes de ce nom aujourd'hui. Donc en 2014, on a pris le dossier à bras-le-corps et aujourd'hui, on a posé la première pierre. On a le plan de financement de la caserne des sapeurs-pompiers et on a aussi acté il y a 15 jours les plans et les travaux vont démarrer dans les mois qui arrivent. Alors quand j'ai lu l'autre jour, j'ai été profondément contrarié. Quand j'ai lu l'autre jour de la part de la personne qui, si M. Bizarre gagnait les élections municipales, sera adjointe aux finances, quand cette personne me dit qu'elle va revoir le financement de la caserne des sapeurs-pompiers et qu'elle va faire payer les communautés de communes de la Gascogne toulousaine, à un moment donné, soyons sérieux. Le plan de financement, il est acté. Les communes de la communauté de communes de la Gascogne toulousaine, elles ont participé à hauteur de 269 000 € au financement. La commune de L'Isle-Jourdain, 574 000 €. Mais enfin, quand même, avant d'écrire et de colporter des choses comme ça, mais bon sang, que ces gens-là regardent les dossiers, regardent les plans de financement, ils sont publics. J'en ai déjà parlé lors de mon intervention avant le premier tour. Là, vraiment, je suis déçu de voir que face à moi, j'ai des gens qui ont une connaissance des dossiers vraiment à se poser la question s'ils les ont lus une fois. Donc, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un bilan positif, un programme réaliste, avec une équipe d'expérience, de disponibilité, une équipe renouvelée et dynamique. Ce que je voudrais vous dire, en conclusion de cette dernière rencontre avec vous, je voudrais vous dire qu'être maire de L'Isle-Jourdain est un honneur que vous m'avez fait il y a 6 ans. J'espère que vous allez me faire cet honneur pendant encore les 6 années qui arrivent. Être maire de L'Isle-Jourdain aujourd'hui, c'est un travail à temps plein. Et encore à condition d'être entouré par une équipe engagée, mobilisée, une équipe qui ne compte pas ses heures pour l'intérêt général des administrés. Quand je vois des gens aujourd'hui qui disent « moi, dans mon équipe, tout le monde travaille, tout le monde a un emploi. Comment allez-vous, mesdames et messieurs, gérer L'Isle-Jourdain si vous n'êtes pas présents dans la semaine ?» Notre équipe, elle est expérimentée. La preuve, elle a obtenu jusqu'à 78%, je le disais tout à l'heure, de subventions sur ces dossiers d'équipement. Ça veut dire qu'il ne reste que 20% à la charge de la ville. C'est grâce à la confiance que nous avons de la part de nos partenaires, je le répète, et j'en profite ce soir pour les remercier, comme je l'ai fait tout au long de ma mandature. Je tiens à remercier l'État, la région et le département de leur accompagnement. Notre équipe, elle est aujourd'hui renouvelée. De jeunes colistiers nous ont rejoints avec leur talent, leur enthousiasme, avec leurs nouvelles idées. Mais quand je regarde aujourd'hui mon concurrent, je vois que dans son équipe, personne n'a aujourd'hui eu des responsabilités. Si un,
le 29e, qui ne fera pas partie de l'équipe évidemment si vous êtes élu. C'est pourquoi je vous demande de nous faire confiance dimanche prochain, 28 juillet. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans les urnes. Je sais que je peux compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Continuons ensemble pour la période 2020-2026.